Denis Coderre a annoncé cet été qu'il tournait la page sur sa carrière politique. Il y avait pourtant consacré 40 ans de sa vie. Au fédéral, il a été député libéral de 1997 à 2013. Mais on se souvient surtout de Denis Coderre comme maire de Montréal de 2013 à 2017. Denis Coderre a connu 2 défaites consécutives aux municipales, en 2017 et en 2021. Celle de 2017 l'a particulièrement ébranlé. Tu veux pas le dire, je veux le dire, là. J'ai eu fait une tentative de suicide. Denis Coderre a subi il y a 2 ans un ACV qui l'a forcé à réapprendre à parler et à marcher. Mais il a aujourd'hui retrouvé toute sa fougue et son sens de la répartie. En 2024, Denis Coderre fait la une des journaux à cause de sa situation fiscale et de taxes impayées. En 2025, sa candidature à la chefferie du Parti libéral du Québec a été écartée. À 62 ans, la politique derrière lui, Denis Coderre entame une nouvelle carrière, se consacrer aux aînés. Et c'est pour ça que je voulais lui parler dans le blanc des yeux. Hein? Bonjour, Denis Coderre. Tu regardais les images et quand il y a eu un extrait de toi qui parle, ça te frappe de voir à quel point ton élocution s'est améliorée. Beaucoup mieux. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, 2 ans après ton ACV, tu es revenu à 100%? Bon, je dirais 98 parce que des fois, là, on a ce qu'on appelle une fatigue neurologique le soir. Alors, des fois, tu as l'impression que tu manges ces mots. Mais honnêtement, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'il y a 1 an et demi, là, je ne parlais pas du tout. Tu as été obligé de réapprendre à parler. Et à marcher. Et à marcher. Lequel des 2 a été le plus difficile? Bien, le problème, c'est l'orgueil. Parce que c'est là que tu te rends compte que tu dépends des autres. Parce que, écoute, je n'étais pas capable d'écrire. Je ne peux pas prendre ma douche tout seul. Je ne peux pas me raser. Trouvais-tu ça humiliant? Très. C'était très humiliant. Mais à un moment donné, tu te rends compte, comme dirait l'autre, que l'homme est un être social. Et puis, on fait avec. Je veux dire, je salue les gens du centre de réhabilitation. Ils ont été extraordinaires, mais t'es peu de choses. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es découragé en disant « j'y arriverai pas là ». T'es comme au début de la montagne, puis tu vois ça, puis tu te dis « j'arriverai pas à me rendre au sommet, j'arriverai pas à revenir le Denis Coderre d'avant ». Honnêtement, je suis mal faite. Parce que j'ai du sein irlandais, fait que j'ai une tête de cochon. Ouais. Et puis, honnêtement, quand je suis arrivé à l'hôpital, je m'étais dit, dans 1 mois, je repars. Sauf que le problème de l'AVC, c'est que non seulement tu as une réalité de mobilité puis de parler, mais il faut que tu réapprennes à connecter dans ton cerveau. Tu sais, tu as Jacques Demers, l'ancien coach des Canadiens, qui a fait un double AVC comme moi, mais lui, malheureusement, il est resté paralysé puis il n'a dit que 5 mots seulement. Alors, moi, j'ai été très chanceux, mais j'avais l'impression, parce qu'il me disait tout le temps, « M. Coderre, ralentissez. » Mais la réhabilitation, ça prend 1 an. Puis j'ai dit, si j'arrête, je tombe. Alors, et moi, je suis très croyant. Et puis, je me suis dit, j'ai parlé à mon chum en haut, là, je suis comme Sœur Angèle, là. Mon chum en haut. Claude Ryan aussi, la main de Dieu. Oui. Ouais. Moi, je voulais tout le corps. Fait que j'ai dit... Pas juste la main de Dieu. Pas juste la main, je voulais donner moi tout. Ouais. J'ai dit, si je m'en sors, je vais marcher Compostelle. Mais ça, c'est intéressant parce que je sais que tu es croyant, bien sûr, mais ça veut dire qu'au moment où, un de tes moments, en tout cas les plus sombres, tu avais cette chance-là d'avoir la foi qui te tenait. C'est pas juste le pari que tu as fait avec Dieu, c'est que ça t'a aidé réellement à t'en sortir? En fait, moi, j'avais organisé la visite du pape à Québec. Moi, François, à l'époque, m'a redonné la foi. Autant je ne croyais pas en Benoît XVI pour toutes sortes de raisons, autant je trouvais que François, qui était le gars du peuple, puis qui, tu sais, on juge une maison sur son solage, pas son toit. Puis moi, je suis un fils de menuisier. Alors, le solage, c'est important. Et les gens n'aimeront peut-être pas ça, je dis ça comme ça, mais c'est quand que ça va très mal qu'on a l'impression que la première chose, pour ceux qui ne croient pas, on interpelle toujours le bon Dieu ou un être supérieur. Non, pas nécessairement. Souvent. Il y a plein de gens qui ne croient pas et même dans les moments difficiles, ils continuent à ne pas croire. I rest my case, on ferait un autre débat là-dessus. Ouais. Mais je vais dire, honnêtement, moi, c'est mon cas. Alors, moi, j'ai la foi. Puis, il y a 2 personnes que je veux saluer, notamment sur ce sujet-là. C'est Monseigneur Lépine et Benoît Thibault, qui est son bras droit. Et ces 2 personnes-là m'ont littéralement sauvé la vie. Parce que quand
Quand j'ai eu l'AVC, tu as des idées noires et tout ça, et je leur ai demandé de venir m'amener un chapelet. Ah. Ils m'ont ramené un chapelet, puis moi, je prends tous les jours, de toute façon. Puis, j'ai quand même pas de monde avec ça, mais je fais ça personnellement, oui. Ça m'appartient. Et puis, ça m'a donné la force. Je disais à mon chum en haut, donne-moi la force, puis si je m'en sors, je vais marcher 300 km, parce que les journalistes, ils vont toujours dire que j'ai un AVC, fait que si je marche 300 km, ils vont se rendre compte que je suis correct maintenant. Et puis, je l'ai fait. Je comprends, mais c'est intéressant parce que tu dis, quand on traverse des idées noires, puis je le rappelais dans la capsulette, ouais. Tu as donné une entrevue à mon collègue, M. Foisy, dans lequel tu parlais du fait qu'en 2017, tu avais fait pas juste des idées noires, non, j'ai une tentative de suicide, mais j'ai passé outre ça. Mais Dieu n'a pas été capable de t'aider à ce moment-là, en 2017? En fait, en 2017, quand c'est arrivé, j'ai reculé parce que la première chose que j'ai pensé, c'était à ma mère, à mon père et puis à mes enfants. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais en faire des victimes. Ils ont une vie bien remplie. Je veux ou bien qu'elles finissent bien ou bien qu'ils puissent grandir avec ça, mais pas de dire est-ce que c'est à cause de nous autres ou culpabiliser, tout ça. Alors, c'est comme si j'étais tombé engourdi, puis j'ai reculé, puis que j'ai dit, OK, on vraiment, passe un physiquement, oui, tu as senti un engourdissement. Oui, oui. Et c'est ça qui a fait en sorte que ça ne s'est pas produit comme un et réveil. Que tu es encore avec nous. C'était comme un réveil, tout à fait. C'est fou. Mais sais-tu, on est peu de choses. Je veux dire, les super-hommes et les super-femmes, ça n'existe pas. Il arrive des moments dans la vie où on traverse des moments difficiles. Et puis, tu sais, on parlait de mes défaites et tout ça. Mandela disait souvent, on ne perd pas, on apprend. Alors, qu'est-ce qui nous rend plus forts? C'est les épreuves. Et la façon dont on traverse ces épreuves-là, cette expérience-là nous amène justement à un autre destin. D'accord. Alors, j'ai deux questions qui viennent avec ça. Je vais rebondir là-dessus. En 2017, est-ce que c'est vraiment juste le fait d'avoir perdu la mairie de Montréal qui t'a donné des idées noires telles que tu souhaitais en finir? Est-ce que la défaite était si humiliante pour toi que ça t'a amené là où il y avait d'autres circonstances? Vous savez, Sophie, il y a eu d'autres circonstances. J'avais fait une prostatite. J'avais, je pense à mon fils qui avait eu des démêlés. Il y avait des situations. Les jeunes politiciens d'aujourd'hui ont réinventé les menaces de mort, puis les réseaux sociaux et tout ça. J'ai vécu tout ça, moi, là. J'avais un taux de satisfaction de 64 %, mais au lieu de s'occuper du solage qui est de Montréal, on voulait travailler beaucoup plus sur le plafond de verre. Mm-hmm. Alors, l'homme de situation, on a vu ce que ça a donné depuis 8 ans. Alors, moi, c'est sûr que tout le monde me dit ça va bien, on a remis Montréal sur la map, on est en train de dépasser Toronto, puis honnêtement, le 40 ans de ma vie politique, puis je remercie M. Chrétien, faisait en sorte... Et M. Martin, t'as servi aussi sous M. Martin? Sous Martin, mais c'est Jean Chrétien qui était mon père politique. Et en quelque part, on dirait que dans le grand livre, mon destin, c'était de devenir maire de Montréal. Et pour moi, le gouvernement de proximité, c'est important. Alors, quand tu perds ça, là, tu es devant rien. Tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver? À quoi je sers? OK, ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que ce qui t'a amené dans les bas-fonds en 2017... C'est le mur, c'est le copain mur. Et de perdre le sentiment d'être utile. Mais on le vit encore à 62 ans. Puis c'est pour ça que je m'occupe des aînés, parce qu'on a l'impression des fois que selon les relations intergénérationnelles, quand tu as 60 ans et plus, c'est comme un yoga passé date. Et puis tu te dis, à quoi je sers? L'expérience, c'est un défaut. Je veux dire, vous allez vivre vos expériences, mais la vie est un éternel recommencement. Puis quand on est capable d'aider, on ne veut pas s'imposer, mais on est capable de trouver des façons. Alors, quand on nous tacle de politiciens de carrière ou quand on dit il y a trop d'expérience, on n'a jamais trop d'expérience. Au contraire, je pense que quand on a du vécu, c'est une plus-value. Alors, moi, ce que j'aime des aînés, c'est que j'apprends d'eux. Alors, je ne veux pas réinventer la roue, je veux la faire tourner. Alors, aidez-moi à vous aider, tu sais, c'est dans ce sens-là. Alors, pour moi, c'est important. On reconnaît ton sens de la formule, je ne veux pas la roue, la faire tourner. mais ça veut dire qu'en effet, tu es revenu comme avant. Parce que cette formule-là, ce sens du ce qu'on appelle en anglais le one-liner, la phrase, le slogan, tu l'as toujours eu. Donc, si ça revient, ça veut dire qu'on a le Coder 2.0 est aussi bon que le Coder 1.0. Je ne sais pas si c'est 3.0, 4.0, mais c'est Coder, c'est sûr. Ouais. Et sais-tu quoi? L'AVC, moi, j'avais des inquiétudes parce qu'à un moment donné, tu oublies des mots, puis tu as des pertes de mémoire. Ouais. Alors, des fois, tu marches tes mots, puis tu cherches.
pour des niaiseries, tu dis, bon, tu cherchais un mot, par exemple, comme cheville, puis des fois, ça me prenait 1 heure avant de me demander ce que je voulais dire. Et là, c'est revenu. C'est pour ça que je dis que la réhabilitation n'est pas juste en termes de mobilité, mais au niveau de la reconnexion du cerveau, qui dit du point A au point B, comment tu peux faire la connexion. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps que ça. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même qui fait en sorte que tu es différent aujourd'hui d'avoir traversé ces 2 épreuves-là? La tentative de suicide en 2017, l'ACV il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement en toi? Es-tu une meilleure personne aujourd'hui? J'ai évolué. Je ne sais pas si je suis meilleur, mais j'ai toujours été épris de cette sensibilité-là. Alors, moi, je ne cherche pas à plaire, mais je cherche à être respecté. Pas du tout. Tu ne cherches pas à plaire? C'est-à-dire, on a besoin d'amour et d'affection. Tous les artistes sont de même, puis les politiciens. Mais je vous dis, dans ma tête, j'ai pas de problème à prendre la chaleur. Moi, je pense qu'on a perdu... je ne ferai pas un documentaire là, pour vous dire comment que les politiciens fonctionnent, mais... OK, ça, c'est une petite jambette à Régis Labaume. Moi, je pense que... Non, mais attends, c'est important parce que tu viens de faire une jambette à Régis Labaume qui, en ce moment, est sur toutes les tribunes parce qu'il fait un documentaire, justement, où il pose la question « Qui veut encore aller en politique? » Bien, moi, je pense que les gens poursuivent vos rêves. Et puis, on a oublié 2 verbes. Le verbe « être » et « assumer ». C'est toujours la faute des autres. Personne n'est responsable, personne n'est imputable. Oui, mais quand même, dans le documentaire de Régis, il sort une statistique qui fait quand même peur. Depuis 2021, il y a 1000 maires sur les 8000 maires que compte le Québec. Il y a 1000 maires qui ont démissionné. Donc, il y a quand même plein de gens qui se disent la politique municipale, c'est beaucoup trop difficile. Tu les trouves quoi? Trop chochottes, ces gens-là? Ils sont trop vulnérables? C'est pas chochotte, mais dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour une job. Oui. Donc, ces gens-là, il y en a 1000 qui n'étaient pas faits pour la job. Moi, je pense que si tu n'es pas capable de prendre la chaleur, ça vient... Tu sais, Truman disait à l'époque... mais des menaces de mort, Denis, des attaques constantes. J'en ai eu. J'en ai encore, puis je m'en fous. Attends. Aujourd'hui, tu as encore des menaces de mort? Non, j'en ai eu dernièrement parce que je prends des positions. Moi, j'ai pas de problème. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis le ministre de l'Immigration qui a mis Hezbollah et Hamas sur la liste terroriste. Absolument. J'ai signé un certificat de sécurité sur Adil Sharkawi. Demandez-moi pas si ça devrait être un citoyen. Alors, moi, là, j'ai aucun problème à défendre Israël. Et je sais exactement les tenants aboutissants de cette situation-là. Et tu l'as fait récemment, le 7 octobre de cette année. Tu as fait sur Facebook un plaidoyer où tu rends d'ailleurs hommage à Donald Trump. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu des menaces de mort? J'en ai eu avant, à cause de ce dossier-là. Mais moi, ce que je dis tout simplement, c'est que regardez, c'est pas eux autres à décider quand est-ce qu'on va mettre fin à nos jours, là, mais ce qui est plus important, c'est qu'il faut que tu sois capable de prendre la chaleur. Le président Truman disait, si t'es pas capable de prendre la chaleur, sors de la cuisine. Sors de la cuisine, oui. Bon. D'accord. Moi, je suis un gars de cuisine, je suis pas un gars de salon, fait que je suis pas dans la cuisine. OK. Donc, tu m'amènes évidemment sur le dossier du municipal. C'est les élections bientôt, le 2 novembre. Il y a beaucoup de gens, à Montréal en tout cas, qui trouvent ces élections-là très plates. Je suis pas là, désolé, mais vous avez juste voté à 38 %. Donc là, tu regardes la caméra et tu t'adresses aux gens qui n'ont pas voté pour toi. Oui. Tu as encore une crotte sur le cœur? C'est pas une crotte, mais la réalité, c'est que on me fait rire, moi. On me dit que les problèmes, Montréal est sale, Montréal n'est pas sécure, puis il y a un problème de logement, puis il y a un problème d'itinérants. C'était tes 3 priorités. Qu'est-ce que je faisais en 2021? Je parlais de ça. Puis là, on se questionnait si on pouvait faire des bâtisses plus haut ou pas que le Mont-Royal. Donc, on s'enfargeait dans les fleurs du tapis? Oui. La seule façon, Sophie, de régler la situation et de l'offre et du coût des logements, c'est par sa densité. La seule façon de régler la densité à Montréal, c'est de bâtir en hauteur. Embarquez-moi pas dans les 20-20-20 puis faire des obligations à gauche puis à droite. Puis c'est pas vrai que les développeurs immobiliers, c'est tous des bandits, là. Ils font partie de la solution. Alors, moi, là, on a vécu 8 ans de dogme puis de secte, là, c'est assez, là. Je pense qu'il faut... Attends, tu es en train de dire que Valérie Plante, c'était un dogme et une secte. Moi, là, ce que je pense, puis vous faites c'est ce que tu viens de dire, Denis. Non, mais moi, aller plus loin que ça. OK. C'est que, inquiète-toi pas, j'assume tout ce que je dis. Moi, je pense que on n'a pas eu une administration qui travaillait pour l'ensemble des Montréalais. Si tu ne pensais pas comme eux autres, ils étaient méprisants. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de pistes cyclables à Montréal? Il y en a beaucoup trop de pistes cyclables. On en a besoin. Je suis un de ceux comme maire qui en a fait le plus. Mais on n'a pas besoin... Quand on veut de la cohabitation,
pensez aux automobilistes, pensez aux cyclistes, pensez aux piétons. Arrêtez d'élargir pour que les camions de pompiers et de police ne peuvent pas passer. Ça va avoir un impact sur la sécurité. Deuxièmement, à un moment donné, arrêtez de penser qu'il faut mettre l'économique contre l'environnementaliste. Les deux vont ensemble. Un peut aller avec l'autre. Et puis, moi, là, je voulais nationaliser l'eau. Mm-hmm. Je pense que si on devient responsable de la consommation de l'eau, on a bien plus d'impact sur l'environnement. Puis regarde ce que Québécois, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, mais tout le reportage sur l'eau, c'est essentiel. Mm-hmm. Absolument. Moi, là, j'ai rencontré des agriculteurs qui sont obligés de vendre parce qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas d'eau à 500 pieds. Puis ils ne sont pas capables de nourrir leurs vaches, alors ils sont obligés de partir. Mais ce que j'entends quand tu parles, c'est que tu as quitté la politique, mais la politique ne t'a pas quitté. Tu continues à suivre tous les dossiers et t'en parles avec autant de fougue qu'avant. Mais je veux quand même revenir sur 2021 parce que tu regardes la caméra dans le blanc des yeux et tu parles aux électeurs dans le blanc des yeux et tu leur dis, vous n'avez pas voté pour moi, vous avez juste voté à 38 %. Votez pour qui vous voulez, mais allez voter. D'accord. Maintenant, en 2021, quand même, un des dossiers, puis même en 2017, mais la formule électrique, là, si tu avais donné les chiffres, ça avait été plus transparent, tu ne penses pas que les gens t'auraient fait confiance? Je suis tellement content que vous me posiez la question. Oui. La formule électrique, là, premièrement, ça coûtait 6 millions de $ pendant 4 ans. Savez-vous, c'est quoi le chiffre d'affaires de la formule électrique présentement? C'est 2 milliards de $. Moi, là... Donc, tu étais un visionnaire. On m'a conspué... Barry Manilow dit « We have the right love at the wrong time ». C'est exactement ça. Truman, Barry Manilow, la poune... Je t'avais d'imiter Jean-Marie Lapointe. J'ai une citation en mots. Oui. Moi, je pense que autant on m'a conspué dans les médias sur la formule électrique, mais à ce que je sache, pourquoi TVA Sport a acheté les droits de diffusion de la formule électrique? C'est parce que c'est bon. Un, ça fait pas de bruit. Deuxièmement, si on est capable de fermer pour une fin de semaine pour le tour de l'île, c'est quoi le problème de fermer le centre-ville de 6 h à 6 h pour justement avoir un impact? Et la formule électrique, là, Sophie, là, si j'avais pas fait ça, on perdait la Formule 1. C'est moi qui ai signé la Formule 1 pour 10 ans. Puis tout le monde essaie de récupérer le crédit. Là. Si on n'avait pas signé ça, écoute, ça allait tellement mal qu'on voulait même... Bernie Ecclestone voulait faire sauter le promoteur de l'époque du Montier. Et puis moi, j'ai dit, je veux cet événement-là. Un, c'est environnemental. Deux, c'est familial. Troisièmement, c'est dans le contexte du 375e anniversaire. Oui, mais si tu avais été aussi transparent à l'époque... Non, je l'ai été. Parce que c'est ça que les gens t'ont reproché. Non, mais moi, là, regarde, t'es une femme d'affaires, là. Quand tu es loyal, tu es un entrepreneur, entends-toi, là, je t'aide, là, c'est un compliment. Dans le blanc des yeux, là, c'est un compliment. Ouais. Dans le creux d'oreille. Oui, mais tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Moi, je vais faire une émission, je vais appeler ça dans le creux d'oreille, ça va être drôle. Anyway. Mais ce que je dis tout simplement, c'est qu'à l'époque, quand on a eu une rencontre avant la conférence de presse, ils ont dit, Denis, on ne voudrait pas que tu donnes les chiffres parce que ça va avoir un impact commercial. J'ai dit, c'est correct. La Formule 1, quand elle a commencé, les festivals, quand ils commencent, combien de billets vous donnez? Bon, moi, honnêtement, je n'avais pas les billets. C'est correct, pas de problème. Moi, je suis loyal dans ce sens-là. La loyauté, là, c'est que tu dis ce que tu fais puis tu fais ce que tu dis. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, vous pouvez me conspuer. On cherchait, écoute, les gens qui étaient contre la Formule E étaient pour à l'époque. Et puis, il y a eu un problème à un moment donné parce que tu es obligé de fermer les terrasses. Hein? Moi, les terrasses, je les assume. Je les ai même créées. Je ne crée pas des problèmes avec ça. Alors, le service des pompiers qui a fait fermer les terrasses. C'est pas l'administration. C'est pas Valérie Plante elle-même qui est arrivée avec son petit mètre à mesurer, faire fermer des terrasses sur la rue. Si moi, j'avais été maire à l'époque, j'aurais dit aux pompiers, vous ne touchez pas à cet événement-là. That's it, that's all. C'est moi qui avais fait mettre les terrasses à l'époque parce qu'on voulait justement créer plus de monde, d'effervescence dans la population. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien, d'après toi, pendant 8 ans, Valérie Plante, ou rien du tout? Non, elle croyait en ce qu'elle croyait, mais moi, je pense que Montréal, c'est pas vrai qu'une ville, c'est juste un amoncellement de quartiers. Le rôle de la métropole, regardez-moi, on a fêté le 30e anniversaire, par exemple, du jumelage Montréal-Shanghai. Je vais à Shanghai.
Puis, vous savez comment j'ai un certain humour. J'ai dit au maire de l'époque, monsieur Yang, je pense, j'ai dit, écoute, on va faire une affaire. Moi, j'aime bien les pandas puis les fleurs, mais on peut-tu faire d'autres choses? Il est parti à rire parce qu'il savait d'où ça venait. C'est quoi? 18 mois plus tard, on avait une ligne directe aérienne Montréal-Shanghai. Savez-vous ce que ça veut dire en termes de retombées économiques, ça? C'est énorme, j'imagine. On a créé, sous notre administration, puis on avait des pierres dérochées, on avait des gens exceptionnels, 22 lignes aériennes directes. On a investi des milliards de dollars, puis Dieu est son âme, je pense à Jacques Ménard, quand on a fait « Je vois Montréal », là, on a fait « Je fais Montréal ». Avec Diane de Courcy et tout ça, Claude Gagnon. Écoute, ça marchait. Puis moi, là, j'étais sur le terrain. J'ai adoré ma job parce que je pense que moi, j'avais de l'air de Camillien Hood, mais j'aimais beaucoup Jean Drapeau. Et puis, aujourd'hui, il va y avoir des documentaires sur le stade, sur l'Expo et tout ça, les Olympiques. Mais si vous ne créez pas des leviers, si vous ne faites pas rêver les gens, si vous n'êtes pas incontournable, oui, je vais ramasser les vidanges. Oui, je vais nettoyer les trottoirs. Mais c'est pas juste ça, la ville. C'est pas juste ça, la ville. Bon, alors cet été, tu as dit « Je tourne la page sur la politique ». On peut se demander, est-ce que c'est toi qui quittes la politique ou la politique qui t'a quitté? Parce que tu voulais donc devenir chef du Parti libéral. Le Parti libéral a écarté ta candidature après que tu aies eu des problèmes avec le fisc. Premièrement, est-ce que tout ça, c'est réglé, là? Les problèmes avec le fisc, les taxes impayées, tout ça est réglé la maison va se vendre, là, puis je sais qu'il y a eu beaucoup de voyeurisme. J'ai regardé sur Centris, elle n'est plus là. Elle va se vendre, là, c'est presque fini. Là. Mais écoutez, là, oui, ces articles-là ont sali ma réputation et puis ça m'a mis à terre. Moi, je pense que... Attendez 2 secondes, là. Sali ta réputation? Est-ce qu'il y avait des choses là-dedans qui étaient pas factuellement correctes? Quand on regarde tout ça, puis le Coderre ne paie pas ses impôts, je paye plus d'impôts que bien du monde. Alors, quand on tombe... oui, mais l'Agence du revenu a dit qu'il y avait des montants pas payés, puis Revenu Québec, je veux dire, à un moment donné, il y a une réalité, Denis, là. On fait des événements sur la SAC. On parle contre les fonctionnaires, on parle contre les programmes. Puis là, quand on a un différend puis qu'on veut le régler, c'est juste bon de l'autre côté parce que ça touche un politicien. C'est ça que vous me dites? Non, moi, je pense que des collègues ont fait leur travail, des collègues journalistes ont fait leur travail, ils ont sorti de l'information qui était d'intérêt public. C'était d'intérêt public, Sophie, moi, j'ai Denis. pas à défendre personne. Tout ce que je sais, c'est que c'est arrivé... Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tes problèmes de fisc sont réglés? Ils vont être traités à temps et lieu. Mais ça fait longtemps que tu dis qu'ils vont être réglés. Regardez, là, il faut qu'elle se vende la maison. Oui. Donc, dès que la maison est vendue, puis que vous êtes passé chez le notaire, puis que vous récupérez votre chèque, vous payez la copropriétaire de la maison. J'ai ce qu'il faut. OK. Comme j'avais dit depuis le début. Mais pendant qu'on doit justifier tout le temps, il y a du temps qui passe. Mais tu dis, ça a sali ma réputation, ça m'a mis à terre. Ce qui t'a mis à terre, c'est les reportages dans les journaux ou le fait que le Parti libéral a dit on écarte sa candidature? C'est l'ensemble de l'œuvre. Vous savez, Sophie, moi, en 3 ans, j'ai vécu un AVC, j'ai eu une biopsie à la prostate, puis vous le savez, vous l'avez vécu avec Richard. Moi, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu des problèmes avec l'impôt, je devais défendre l'indéfendable. J'ai eu la question politique avec le PLQ. Moi, je pense qu'on voulait Coderre comme candidat parce que si j'étais pas là, il n'y aurait pas eu de course. Mais quand on voyait qu'à 20 000 membres, que Coderre pouvait devenir chef, là, peut-être que ça ne faisait pas l'affaire à certaines personnes. C'est le problème. Mais moi, c'est sûr qu'on peut faire la politique autrement. Moi, quand j'ai dit tantôt... Mais t'es amer que le Parti libéral t'a écarté? Je suis pas amer, je leur ai dit ce que je pensais. Moi, je ne fais pas d'ulcère. Mais quand est-ce que tu leur as dit ce que tu pensais? Oh, la journée même. Ouais. Moi, je ne fais pas d'ulcère, le méchant sort tout de suite, il n'y a pas de problème. Puis je ne suis pas rancunier. Ce que je dis, c'est que je sais exactement ce qu'il faut faire pour les destinées du Québec, mais dans la vie, il faut qu'on soit utile. On a un rôle à jouer. Et moi, je veux saluer... Une autre personne qui m'a sauvé la vie, c'est Eddie Savoie, des Résidences Soleil. Et puis, M. Savoie, on s'est assis ensemble avec sa famille parce que c'est une entreprise familiale québécoise, c'est une des plus grandes. Et son histoire est exceptionnelle, puis c'est ses valeurs qui sont venues me chercher. Quand son père et sa mère ont dû se trouver un logement, ils se sont retrouvés devant rien. Et puis, lui, il a bâti des résidences
pour aider les aînés à avoir une meilleure qualité de vie. Là, tu es en train de faire une infopub. On va prendre une petite pause pour avoir des vraies publicités. Puis, non, mais c'est parce que, tu sais... Non, mais on veut leur juste. Dans le blanc des yeux, je le donne le juste. Alors moi, cette personne-là m'a dit, Denis, viens-t'en avec nous autres. On veut pas que tu fasses de politique partisane. Puis je dis, je suis d'accord. Mais j'ai dit, je vais donner tout mon savoir pour aider à la condition de vie des aînés. Et c'est très louable. Alors, on va prendre une petite pause et en revenant, on va te demander de commenter des images qui ont marqué ta vie et qui ont marqué aussi l'imaginaire des Québécois. Je sens qu'on va parler de Post Canada. Ah, peut-être, ça se peut. On s'en retrouve après la pause. Bon. Rebonjour, Denis Coderre. Rebonjour. Les gens, pendant la pause, tu me disais que les gens te croisent dans la rue et t'appellent encore Monsieur le maire. Oui, beaucoup. Donc, tu auras été Monsieur le ministre, Monsieur le maire, mais tu ne seras jamais Monsieur le premier ministre du Québec. C'est pas grave, ça. Ça te fait pas de la peine? Non. Moi, l'important, c'est ce qu'on réalise. Moi, je ne suis pas un gars à titre. Je suis un gars d'action, de résultat. D'action, tout le temps. Ouais. Alors, on l'avait promis, on va le faire. Avant la pause, j'avais promis qu'on allait passer à travers certaines des images qui ont frappé les gens, qui ont vraiment marqué ta vie et ta carrière. On va commencer avec une première photo. C'est toi, évidemment, avec le pape. Hein, oui. En 2022, donc tu peux la voir, la photo, elle est ici. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que lors de cette rencontre, quand même, avec le Saint-Père, tu lui as donné une copie de ton livre « Retrouver Montréal ». Est-ce que tu sais s'il l'a lu? Il l'a regardé parce que le cardinal Lacroix, qui est à côté, était proche de lui, puis il m'a dit que oui. Oui, mais c'est pas un peu narcissique de dire tu rencontres quelqu'un qui occupe les plus hautes fonctions dans l'Église catholique, hey, je vais vous donner mon livre où je parle de ce qu'il faut faire pour reniper la ville de Montréal. C'est peut-être pas dans ses top priorités. Attention, c'est que ce livre-là, c'était la ville comme gouvernement de proximité. Et tout ce qui touche la santé publique, tout ce qui touche l'environnement, tout ce qui touche les infrastructures, la mobilité, relève des villes, sécurité et tout ça. Donc, dans le fond, ce que je lui disais, lui, il était aussi très environnementaliste, puis il a travaillé beaucoup. Puis nous, à l'époque, avec Anne Hidalgo de Paris et tout ça, on avait, et puis Khalifa Sall, qui était maire de Dakar. Anne Hidalgo, une des mairesses les plus détestées de France? Peut-être, mais elle avait un pouvoir parce qu'elle savait quoi faire avec. Alors, on a travaillé ensemble sur un autre niveau. Moi, j'ai déjà cru au mot incontournable. Alors, dans le fond, on disait au pape, on est prêt. Moi, je lui ai dit carrément, je suis prêt à être un soldat du Christ, je suis prêt à travailler avec toi. Attends. Tu vois le pape et tu lui dis, je suis prêt à être un soldat du Christ. Oui. C'est fort? Oui. Dans quel rôle tu aurais pu jouer, par exemple, auprès du pape ou auprès du Vatican? C'est lui qui décide. Mais moi, je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai dit, je fais ça bénévolement, mais je vous demande une chose. Mon père, dans sa liste, il aimerait aller à la pêche une dernière fois puis rencontrer le pape. Alors, je lui ai dit, si c'est possible, je vais pas emmener mon père à la pêche, mais si c'est possible, j'aimerais ça qu'il rencontre le pape. Sophie, quand mon père et ma mère ont vu sa sainteté, le pape lui a donné la main puis se regardait dans les yeux comme si c'était deux potes. Le pape était très humble et quelqu'un de très affable et très approchable. Et puis, il y avait vraiment l'impression là, qu'ils se connaissaient depuis 20 ans. Alors, moi, pour le remercier, je lui ai remis mon livre parce que j'ai dit, je pense qu'en quelque part, c'est une vision qui se défend. Et puis, je lui ai dit quelques mots en espagnol. Je ne parle pas espagnol, mais je m'étais pratiqué. Et puis, j'ai dit, écoutez, vous m'avez aidé, votre sainteté, à retrouver la foi. Je suis votre homme. Si vous avez besoin de moi, je suis prêt à être votre soldat du Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais encore prêt à être le soldat du Christ? Totalement. C'est une foi qui est inébranlable. Et alors, je vais te poser la question qu'on pose des fois aux gens qui ont la foi. Il y a plein de choses. Il y a plein de gens qui meurent dans des souffrances atroces. Il y a des enfants qui se retrouvent avec des cancers à l'hôpital puis qui meurent à 5 ans, 6 ans. Le bon Dieu, il fait quoi pour ces gens-là? Est-ce que tu penses à ces choses-là? Bien, la foi fait en sorte qu'il y a toujours une attente pour l'avenir. Et puis, il y a un monde meilleur qui s'en vient. Alors, on peut pas être contre les injustices. Exemple,
J'ai été, moi, le ministre responsable de l'application des règlements des pensionnats autochtones. Donc, tous les offres des agressions sexuelles et tout ça. Tu es conscient de ça? Non seulement je suis conscient de ça, mais même lui, François, a été un de ceux qui a pris le dossier de plein fouet, contrairement à l'autre avant. Alors, moi, je pense que... Puis Christian Lépine, même chose dans la région de Montréal. Alors, moi, tout ce que je dis, c'est que on n'est pas parfait, on peut faire des erreurs, mais cette fois-là, nous aide justement à grandir et à aller plus loin. On ne dit pas aux gens, ah, je te l'impose. Moi, je suis pour la loi 21. Moi, je suis pour la laïcité. L'État est laïque, mais ma foi, ça m'appartient. Alors, quand je vois un homme qui est digne de ma confiance et d'une inspiration, pour moi, c'est important. Mais tu es pour la loi 21, c'est intéressant. Donc, si tu étais devenu, si tu avais eu... Tu aurais gardé la loi 21 si tu étais chef du Parti libéral puis que tu avais accédé au pouvoir. Et moi, je vais aller plus loin. Je pense que le père de la clause non-obstant, c'est Jean Chrétien. Oui. Moi, je suis pour les politiciens qui assument et qui prennent la chaleur. L'application de la clause non-obstant, anytime. Il n'y a pas de question de prévention, de pas prévention. Quand tu l'appliques, c'est parce que tu dis, nonobstant ce qu'on devrait faire, on est en mesure de faire cette chose-là. Donc, tu es un fédéraliste, mais ouvert quand même à un certain nombre d'accommodements. Donc, on va revenir quand même, on va quitter le champ politique 2 secondes, parce que tu viens de me parler du pape. Donc, évidemment, Compostelle, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Denis Coderre quand il fait Compostelle, quand il marche jour après jour? Est-ce que tu dialoguais avec Jésus? Est-ce que tu dialoguais avec toi-même? Quel genre de travail intérieur on fait quand on fait Compostelle? Moi, je vais vous dire que ça, c'est drôle, parce que la première journée, moi, il m'avait dit qu'il fallait s'entraîner. Je me suis entraîné comme pas pantoute. Alors, j'ai fait j'ai marché 3 fois avec mon coach, Laurier Thibault, qui a 76 ans puis qui vient de finir Compostelle une autre fois. Ouais. Et moi, on m'a dit 2 choses, Sophie. On m'a dit, 1, l'Espagne, c'est magnifique. Inquiétez-vous pas. Puis deuxièmement, c'est plat. Il a mouillé 15 jours sur 20. Il pleuvait des cordes. Ouais. Puis écoute, je faisais bien pitié, je faisais des vidéos sur Facebook, puis on voyait l'eau tomber. Puis deuxièmement, c'était avec des maudites côtes. Ouais. J'ai des jarrets d'enfer, mais je te dis que je m'en rappelle. Mais mais c'était censé être un voyage intérieur, surtout Compostelle, non? Oui, mais la réalité, là, c'est qu'il faut que tu marches 300 km. Alors, la première journée, j'ai fait 22 km. Je dirais pas ce que je pense, mais je t'ai crevé. Alors, à 7 heures, je me suis couché. Il y avait quelques mots d'église, peut-être? Ah, il y en avait plusieurs. Je veux dire, j'ai pas pensé à notre Seigneur, j'ai pensé à ses outils. Vous avez invoqué le nom de Jésus en vain. Totalement. Ouais. Je veux dire, dans les 10 commandements, là, je passe à votre test. Là, je t'ai fait. Mais chose certaine, c'est que Compostelle, c'est après. Quand tu le fais, tu veux le réaliser. Donc, ta journée, c'est de faire du point A au point B. Et moi, j'étais avec le centre de la Tienda. Ils ont fait un travail, Anne de Roy a fait un travail fantastique. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi le après? Après, tu te dis, c'est comme quand j'ai fait mon MBA pour le cadre. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Je veux dire, comment j'ai pu me rendre jusque-là? Marcher 20 jours, 300 km, c'est Montréal-Québec à pied, là. Je veux dire, c'est quelque chose. Et puis, ça me permettait, dans un premier temps, de montrer que mon AVC, c'était terminé. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais rencontré ton collègue Yves Poirier pour dire que je me lançais dans la course. Dans la course, il est venu vous chercher à l'aéroport. Ouais. Puis troisièmement, c'était ma façon de dire merci à Dieu parce que dans le fond, je me laissais totalement aux éléments. Et puis, on a beau chialer, je chiale, mais quand on chiale, c'est parce que j'écoute. Je vais dire que c'était un des plus beaux moments après coup parce que ça m'a permis de remercier la vie. D'avoir fait ça. Puis je parlais à ma nouvelle blonde, ma future épouse, et puis je parlais avec ma mère, mes parents. Mon père était vivant à l'époque. Puis c'est un moment de symbiose, parce qu'en quelque part, tu te dis, écoute, j'ai passé à travers quelque chose, c'est une épreuve exceptionnelle. Puis de marcher, là, le gros Coderre qui marche 300 km, là, c'est quelque chose. OK, 2 choses. Premièrement, je veux qu'on va revenir sur le gros Coderre, mais là, tu viens de me donner une information. Tu dis ma future épouse, donc la magnifique Annie. Vous allez vous marier? Moi, je pense qu'on a un scoop ici si Annie n'avait pas été dans ma vie,
j'aurais pas passé au travers. T'es sérieux? Je suis sérieux. Et c'est une femme exceptionnelle. Elle est perfectionniste, elle est brillante, c'est une professionnelle. Elle est directrice de communication pour une firme importante. Elle a été présidente des relationnistes. Honnêtement, pour moi, là, Annie Paris, c'est ma Mila Mulroney ou mon Hélène Chrétien. Ha. Et puis, c'est Donc, une femme qui se tient à côté d'un homme politique, mais qui le conseille, avait été moi qui l'appuie. si elle avait été moi au début là, de ma carrière politique, là, Si elle avait été avec toi, qu'est-ce qui se serait passé? peut-être qu'on aurait fait une entrevue au Parlement d'Ottawa dans le bureau du premier ministre. Tu serais devenu premier ministre du Moi, Canada je pense si que elle avait été à tes côtés à ce moment-là. j'ai pas d'aide de ça, Annie, là, mais tout ce qu'elle me donne comme conseil, là, c'est important. Et puis, elle me rend meilleur. Puis Donc, quand est-ce que tu te maries? Au mois d'octobre 2026. Eh bien, c'est toute une information. Je suis très contente que, pour vous, vive les mariés. Mais je veux juste revenir sur quelque chose que tu viens de dire, Denis, parce que tu l'as dit en souriant, mais tu as dit le gros Coder. C'est impossible que pendant toutes ces années-là, où on a en effet fait des blagues, les gens ont fait des blagues sur ton poids, c'est impossible que ça t'ait pas affecté à un moment donné. Ça m'affecte, mais ça me motive. Moi, j'ai peut-être perdu à la blague 1000 livres dans ma vie. C'est-à-dire, tu le perds, tu le gagnes, tu le perds, tu le gagnes, tu le perds, tu le gagnes. À un moment donné, avant l'AVC, j'ai fait 50 box, j'ai perdu 120 livres. Là, j'en ai repris 50. Là, j'ai baissé à 200. Là, je suis rendu à peu près 230. Je vais les perdre, n'inquiétez-vous pas. Je vais couper à l'équerre et Mais chips, pourquoi tu couperais? C'est que moi, ce que je veux comprendre, c'est quand ces mots-là sont dits. Habituellement, quand ces mots-là sont dirigés vers une femme, on dit c'est de la grossophobie. Pourquoi c'est acceptable de dire le gros Coder? J'ai pas dit que c'est acceptable, mais moi, je suis quelqu'un, comme vous avez remarqué, qui fait beaucoup d'autodérision. Oui. Et ça, c'est mon côté Jean Chrétien. Jean est non seulement un père politique, mais est une inspiration de tout instant. Cet homme-là m'a formé, m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et puis, autant je peux être écalé à la hache, mais autant, des fois, c'est comme un caricaturiste de rire de soi, te fait passer des messages, puis te fait passer la rampe. Alors, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, honnêtement, j'ai pas de complexe. Je veux dire, j'en avais une caricature, justement, de toi avec Éric Duhaime quand tu es allé prendre la défense des conservateurs dans Arthabasca. On va peut-être avoir le temps, mes collègues vont avoir le temps de la sortir je vais parler moins longtemps. Rapidement. Ben oui, c'est bon. Bon, tu la trouves bonne? Ben oui. Est-ce que ça t'a pas fait de la peine d'être comparé à Hardy dans Laurel et Hardy? Rapidement, parce qu'il faut qu'on aille à la pause. Moi, je vais dire tout simplement, Jean Charest l'a fait à l'époque, bien des gens qui l'ont fait à l'époque, les péquistes devraient remercier parce qu'il arrive un moment où on se dit, pour la démocratie, tu représentes des gens et on peut les laisser passer dans une partielle. C'est pas parce que je t'ai devenu conservateur, mais moi, je pense que quand un gars comme Éric Duhaime a 530 000 votes, il mérite une place à la Chambre, à l'Assemblée nationale. Alors, c'est juste pour ça. Et puis, dans le fond, à un moment donné, les gens sont cyniques envers la politique parce qu'on n'est pas capable de passer au-dessus de la partisane des crasses. Alors, moi, j'ai dit, Duhaime mérite sa place. Donnez-y un an, il y a une élection générale. S'il se fourre, bien, que le monde n'est pas content, bien, vous le planterez par la suite, mais au moins, il n'a pas été élu, donc finalement, ton appui... Ça a été une erreur, ben oui. Ils ont accepté quelqu'un qui... Bon, ben finalement, les gens se trompent quand ils ne votent pas pour toi à la mairie. Ils se trompent quand ils ne votent pas pour Éric Duhaime. Finalement, les gens se trompent tout le temps, là, dans ton livre à toi. Attends 2 secondes, parce qu'on va aller à la pause, puis après la pause... Oui, dans ton livre à toi. Et parce que justement, j'ai arraché quelques petites pages de ton livre parce que j'ai retrouvé quelques-unes de tes citations choc au fil des ans. On va les examiner une par une après la pause. Rebonjour, Denis Coderre. Rebonjour. Avant la pause, je vous montrais différentes images. Il y en a une qu'on n'a pas eu le temps de montrer, puis les gens vont m'en vouloir si on ne revient pas là-dessus. C'est quand vous aviez pris un marteau-piqueur puis que vous aviez commencé à défoncer une dalle de béton installé par Poste Canada. Quand vous regardez aujourd'hui tout ce qui se passe avec Poste Canada, est-ce que vous vous dites, finalement, j'étais un peu un précurseur? Ma seule déception, c'est que je trouvais le marteau-piqueur pas assez gros. J'avais l'impression de brûler plutôt que de détruire. Moi, c'est pas compliqué, rapidement. C'est que le PDG de Poste Canada vient me voir. Je suis avec Peter Trent, le maire de Westmount, puis il y a le maire de Sarnia qui me parle. Et moi, là, comme les aînés, ça me touche. Alors, moi, j'ai dit, vous allez me sacrer à paix avec les boîtes communautaires. Quand c'est un nouveau développement, je comprends, puis j'allais dire d'autres choses.
Mais voici ce qu'il y en est. Je comprends qu'on n'aura plus de poste dans 20 ans. Vous avez dit, t'as dit ça à ce moment-là? Oui. Ah, c'est pire que ça. Oui. J'ai dit, au lieu de tout couper, mais fais donc de livraison de courrier 2-3 jours par semaine. Et moi pas avec le reste, là. Je dis, tu gagnes 600 000 $ par année. Là. Je dis, tu gagnes trop cher de l'heure, à mon avis, mais en tout cas. Fait qu'il dit, Monsieur le maire, je vous promets, je ne ferai rien sans vous parler. Puis il est allé faire ça. L'enfant chienne. Fait que, en tout cas, non, c'était épouvantable. Moi, là, mens-moi pas. Tu peux me dire, tu m'aimes pas, ça me dérange pas. Mais viens pas me poignarder en arrière puis me mentir à pleine face. Ça, c'est inacceptable. Et puis là, à un moment donné, je fais une conférence de presse le matin. Puis là, je pense que c'est Yves Poirier. Yves, il dit, Denis, Monsieur le maire, il dit, on apprend que Poste Canada, au moment où vous parlez, est en train de couler une dalle de béton. Je dis, pardon? À Cap-Saint-Jacques, dans le parc de Pierrefonds. En plus... Fait que t'es parti puis t'es allé là. J'ai dit, je vous annonce qu'il va y avoir une conférence de presse à 4h30. Ils sont habitués parce que j'en faisais 3 par jour. Puis je me répétais pas. Fait que je dis, à 4h30, on s'en va là-bas. Là, je demande à mon chef de cabinet, je veux savoir une chose. Est-ce qu'il y a un logo de Poste Canada dessus? Parce non. Que sinon, ça aurait été une offense fédérale. Voilà. Puis là, il s'en va dire en plus, M. Choprock s'appelait. Il dit, ben c'est pas grave, les vieux, ils vont sortir, ça va leur faire du bien. Oh, quelle condescendance! À 7 heures le soir, là, quand il fait noir, là, dans une ville comme Montréal, puis dans le plateau Mont-Royal... En plein hiver. Aussi, tu vas mettre ta maudite boîte, puis deuxièmement, avec les camions... Puis écoute, il y avait déjà trop de pistes cyclables. Là. Quand le char va se parker, qu'est-ce qui va arriver? Là? On se comprend-tu? C'est très drôle. Alors moi, j'arrive là. Écoute, il y avait tellement de camions micro-ondes que le popcorn sautait tout seul. Puis j'ai dit, je me ferais pas fourrer. De micro-ondes pour les journalistes, évidemment, pour transmettre des directs. Puis j'ai dit, je me ferais... Rapidement, Denis, parce que j'ai plein de citations. J'ai dit, je me ferais pas fourrer par le CSST. J'ai dit, mettez-moi des capes d'acier, mettez-moi tout ce qu'il faut quand j'arrive là. Écoute, c'est la seule fois, puis j'avais des problèmes avec l'école bleue, c'est la seule fois qu'il applaudit. Les cols bleus t'ont applaudi. Puis j'ai dit, on a remis une belle couche de terre noire, fait que dans le fond, c'était bon pour l'environnement. Ça a bien été, mais tu savais déjà à ce moment-là qu'à un moment donné, Poste Canada allait cesser, bref, évidemment, mentez-moi pas. La livraison. C'est ça, si vous m'aimez pas, dis-moi-le en pleine face, mais mens-moi pas. Une des citations de toi au cours des derniers mois, des dernières années, qui a beaucoup fait jaser, tu as dit « Les Québécois ne veulent pas un pays, ils veulent manger 3 fois par jour. » C'est vrai. Quand tu vois les sondages tout récents, 2 sondages qui disent ils veulent PSPP, mais ils veulent pas de référendum, puis s'il y en a un, ils voteront pas pour. Ça donne bien, je veux pas les deux, moi. Alors, moi, je vous dirais la chose suivante. J'ai vu des gens choisir entre les médicaments puis la bouffe. J'ai travaillé beaucoup sur la question de l'itinérance quand on parle à Samoa, de la mission Bon Accueil et tout ça, puis les gens de la Maison du Père. J'ai vu la différence, pas rien qu'une question de santé mentale, Sophie. Il y a des gens là, qui sont badlockés. On a des problèmes de logement. On peut faire un pays et manger 3 fois par jour. T'as pas besoin d'un pays, je te dis un, moi. Moi, je suis pas un colocataire, je suis un copropriétaire. Alors, à un moment donné, tu te dis... Commencez donc par apprendre à gérer. Faites-vous pas un salon quand la cuisine a des problèmes. Là, vous avez vous manquez de poêle et de frigidaire. Vous n'êtes même pas capable de le remplir, puis vous voulez vous faire un pays. On n'en veut pas de pays, on veut de la stabilité, on veut l'heure juste, on veut s'assurer que vous gérez adéquatement. Puis je vous le dis, là, je pense qu'on a trop de choses à régler. Demain matin, on fait un pays, là. Vous avez les cultivateurs, on reçoit 16 milliards de dollars en gestion de l'offre. Pensez-vous que là, on va dire, on est un pays, puis tout va se faire comme si de rien n'était? Non. Oui, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est une... on reçoit plus qu'on paye. Pour qui c'est légitime, ça, c'est discutable. Ça n'a rien à voir avec la légitimité. Mais il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en faveur de la souveraineté. Il y a beaucoup de jeunes. Une majorité de jeunes sont contre. Puis deuxièmement, moi, tout ce que je veux, mettez l'accent sur la qualité de vie. On peut être fier québécois. Je suis un fier québécois. Moi, là, j'avais 3 Anglais à Ottawa, là, puis j'avais encore faim. Ça me dérangeait pas, là. Je disais qu'être bilingue, c'est pas un francophone qui parle anglais, là.
Puis respectez-moi pour ce que je suis. Je fais partie des peuples fondateurs. Puis vous allez me mais respecter. le Canada ne respecte pas ça. Mary Simon ne parle pas un mot de français. Ah ouais, mais... Puis Mark Carney, excusez-moi de vous le rappeler, il fait 17% seulement de ses discours en français. Donc, il y a un dédain du français dans le reste du Canada. Non, c'est parce qu'il parle moins français que dédain du peuple. Non, je ne suis pas d'accord. Désolé. Moi, donc, ça ne vous dérange pas, vous, qu'il fasse seulement 17% de ses discours? J'aurais jamais nommé une anglophone qui veut pas... Écoute, je me rappelle du vérificateur général. Oui, mais Mary Simon, vous l'auriez jamais nommée, non. Vous? Alors, la question, c'est pas de sa faute à elle, c'est qui l'a nommée. C'est ça qu'il faut regarder. Mais c'est Justin Trudeau. C'est justement. Qu'est-ce que vous pensez de Pablo Rodriguez? Pablo, c'est Trudeau. Moi, je pense que... Désolé. Moi, je pense que Pablo aurait fait un excellent maire de Montréal. Ah. Parce que, malheureusement, la réalité, là, c'est que de passer du fédéral au provincial, tu es obligé d'expliquer. Hey, si moi j'étais son adversaire politique, j'aurais bien du fun de parler d'une campagne électorale. Tandis que si tu passes comme maire, après, tu peux penser au provincial. Mais je pense que toi, tu aurais souhaité faire. Exactement. Avant qu'on se quitte, parce que tu es vraiment un verbomoteur, là, on voit que ça revient. Ça sort tout seul. Le Denis Coderre 2.0. Je demande à tous mes invités d'apporter un objet qui les représente et les définit. Et je pense que... Ah oui, tu l'as carrément. Ah, c'est très drôle. Moi, là, c'est très drôle. Donc, on va expliquer à tout le monde. Il y a 3 choses c'est une casquette des expos, évidemment. D'ailleurs, à propos des expos, c'est drôle, tu as déjà dit le retour des expos, c'est pas un si, c'est un quand. Ouais. Si j'avais été maire en 2021, on aurait mangé un hot dog ensemble aujourd'hui. Peut-être pas, parce que là, il mouille, là, mais on aurait mangé un hot dog. Moi, je pense que... Oui, mais si tu avais été maire, puis si tu avais été ci, puis si tu avais été ça, c'est quoi? Il n'y aurait plus personne au Québec aurait des ongles incarnés, tout le monde en vivrait le paradis sur Terre? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des rêves? Est-ce qu'on a le droit? Bon, voilà. Oui. Alors, moi, je pense que ça m'a permis de faire Compostelle. Écoute, même moi, peu importe le joueur dans le monde... Pourquoi ça vous protégeait contre la pluie, oui, c'est ça. Puis deuxièmement... Elle est signée par qui? Parce que je vois qu'elle est signée... Tim Raines. OK. Donc, elle est signée par un des grands du baseball. Deuxièmement, ça représente Montréal. Puis, dernier point, je suis au Portugal. Les gens disent « Hey, M. Collet, ils me reconnaissent parce qu'ils savent ces expos. » C'est très... Ah oui, même des gens qui ne sont pas des Québécois, qui ne sont pas même parfois des francophones. Non, mais j'ai des francophiles. Ils disent les gens... Ils reconnaissent le logo des expos. Les gens ne connaissent pas les pays. Maintenant, on définit les pays par des villes. Et les villes sont nos mondes devant les pays. Alors, c'est pour ça que je dis que Montréal, c'est une grande métropole, mais c'est devenu maintenant juste un amas de quartier. Merci beaucoup, Denis Coderre. Ce sera le mot de la fin. À la prochaine. De ce Dans le blanc des yeux. Allez voter.